Bonjour, nous sommes en direct du studio du Siècle Vert au Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir de l'agriculture, parce que l'agriculture doit avoir un avenir. C'est un secteur en pleine mutation qui connaît beaucoup de crises dans beaucoup de ces secteurs, des crises qui sont parfois durables. Pour autant, il doit y avoir un avenir et il faut aussi y penser, et y penser avec des interlocuteurs qui sont nouveaux. Nous accueillons sur ce plateau Pascal Weber. Vous êtes membre associé de l'équipe de recherche gouvernance des entreprises familiales à l'IAE Bordeaux, à l'école universitaire de management. Nous accueillons Philippe Janot. Vous êtes enseignant-chercheur en économie rurale à VET AgroSup, l'université d'Auvergne à Clermont-Ferrand. Et nous accueillons Xavier Hollande. Vous êtes professeur, docteur habilité à diriger des recherches en sciences de gestion à Cage Business School. Alors, je vais vous demander, dans un premier temps, donc, à nos trois invités, qui sont trois enseignants de haut niveau, comme vous venez de vous en rendre compte, de se présenter un petit peu mieux eux-mêmes, et ensuite, nous irons directement sur le débat. Madame Weber. Alors, avant d'être enseignante, parce que moi je ne suis pas enseignante professionnelle comme mes deux confrères de plateau, moi je suis cofondatrice de la société MIFIN. MIFIN, c'est une société qui élabore des solutions d'investissement et de financement de capitaux à destination de toutes les entreprises, tous les individus, quelle que soit leur taille, leur niveau de rentabilité, d'activité, de secteur d'activité ou bien de patrimoine. Et nous pensons chez MIFIN qu'il faut plus de finances pour les acteurs économiques, que ce soit les épargnants ou les porteurs de projets. Et nous pensons une finance personnalisée et accessible à tous. Pour cela, nous nous appuyons sur trois piliers fondamentaux. Le premier, c'est le décloisonnement, et on verra qu'il y a un lien parfaitement évident et contemporain avec l'agriculture aujourd'hui. C'est le décloisonnement entre les acteurs. Le deuxième, c'est l'augmentation et l'amélioration de l'information, et cela passe par plus d'interactivité et aussi plus de prise de décision éclairée. Et le troisième point, c'est celui d'améliorer la distribution des performances, et ça c'est aussi un sujet qui concerne la finance et l'agriculture, et notamment par le chemin court. Juste un dernier point et je m'arrêterai là. Donc nous développons une communauté qui a pour but de permettre à chaque membre de réaliser ensemble la finance dont il a besoin et la finance qui lui profite. Merci. Monsieur Hollande. Oui, bonjour à tous. Bonjour Antoine. Moi, je suis professeur effectivement en école de management à Cage. Je m'intéresse au monde agricole depuis 2012, date à laquelle j'ai fondé une chaire de recherche qui s'appelle Alder Gouvernance, qui s'intéresse aux formes alternatives de gouvernance. Et en 2016, on a sorti avec mon collègue sur cette chaire un référentiel de gouvernance des coopératives agricoles. Et un autre volet de mon activité concerne les modèles économiques de l'agriculture française. Et j'imagine qu'on reviendra dessus au cours de ce débat. Tout à fait. Monsieur Janot. Oui, bonjour. Philippe Janot. Donc, je suis enseignant-chercheur en économie rurale à VET AgroSup, à Clermont-Ferrand. J'enseigne l'économie de la production et la gestion de l'exploitation agricole. Et je m'intéresse dans mes travaux de recherche à la performance de l'exploitation. Performance et ses déterminants. Donc les déterminants internes, la façon dont on combine des actifs, et puis des déterminants plutôt externes, la capacité donc pour les agriculteurs à s'organiser dans des filières de production et à capter de la valeur et à se la distribuer au mieux. Voilà. Merci. Donc, Monsieur Janot, on va commencer avec vous. On va retracer avec vous un petit peu je vais vous demander comment vous ressentez l'évolution de l'agriculture en France en ce moment, celle que nous vivons. Oui, alors peut-être commencer par dire que finalement l'agriculture, c'est un secteur qui est assez paradoxal dans le sens où il y a un énorme potentiel. En France, la France, c'est le pays européen qui a la plus grande surface agricole utile. C'est un pays très diversifié, qui a un énorme potentiel, et en même temps, on ne croit pas dans cette agriculture, ou en tout cas, c'est une agriculture qui doute d'elle-même.
Et en fait, pour moi, il y a 4 facteurs clés qui expliquent ces ambivalences, hein, ce paradoxe d'une certaine manière. Le premier, premier point, c'est la baisse continue de la production de valeur. On a augmenté en volume depuis 60 ans hein, les quantités produites, mais en valeur, on a une baisse tendancielle, mais due au fait qu'en termes de prix réel, hein, les prix baissent plus vite que les volumes augmentent et la valeur globale de la ferme France diminue. Donc les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de faire des gains de productivité pour augmenter finalement le revenu par travailleur, hein, pour lutter contre cette baisse tendancielle de la valeur. Et pour faire ça, en fait, ils restructurent leurs exploitations, ils les agrandissent et ils investissent massivement. 10 milliards d'euros sont investis tous les ans dans la ferme France. Donc ça, c'est un premier point, je pense qu'il faut bien avoir en tête. Le deuxième point, c'est que ça conduit d'une certaine manière à des inégalités de revenus. La MSA sort tous les ans des chiffres pour dire, voilà, il y a des gens 30% des agriculteurs qui touchent moins de 350 € par mois. On peut discuter ces résultats. Mais on parle moins de ceux qui gagnent beaucoup d'argent, il y en a. Et en même temps, il y a des inégalités de patrimoine. Il faut savoir que les agriculteurs, c'est la catégorie en France qui a le plus gros patrimoine. Hein. Le patrimoine médian, c'est-à-dire 50% des agriculteurs, ont un patrimoine supérieur à 600 000 € et l'autre 50% un patrimoine inférieur à 600 000 €. Le patrimoine médian des Français, il est de 158 000 €. Hein. Donc ça montre bien l'écart et c'est du patrimoine essentiellement professionnel, hein, évidemment. Après, vous avez donc du coup ce paradoxe là aussi. Hein. D'un côté, on a des petits revenus, puis d'un autre côté, on a un énorme patrimoine. Autre point, du coup, c'est que globalement, on perd des travailleurs, on restructure, donc on fait des gains de productivité et on perd des travailleurs. Entre 88 et 2000, on a perdu entre 88 et 2010, on a perdu 50% des travailleurs en agriculture. On a perdu entre 2005 et 2010 80 000 chefs d'exploitation. C'est énorme. Il n'y a pas d'autres secteurs qui sont à ce point impactés. Et puis du coup, ça conduit à quoi? Ça conduit à une difficulté à renouveler les exploitations qui coûtent très cher. Et du coup, on se retrouve avec un vieillissement de la population. Juste un chiffre, hein, les plus de 55 ans, en 2005, en 2005, il y avait 23% d'agriculteurs qui avaient plus de 55 ans. Aujourd'hui, il y en a 40%. Donc, la ferme France, elle vieillit aussi. Et un secteur qui vieillit, ce n'est pas un secteur qui va innover, qui va être très dynamique. Peut-être juste encore deux points. Je pense que ce qui se passe aussi, et pourquoi il y a une crise de confiance, c'est qu'il y a une crise identitaire. Les agriculteurs, c'est en gros la seule catégorie qui, d'une majorité, est devenue une minorité. Aujourd'hui, les agriculteurs pèsent 3,5% des actifs, à peu près 1,7% du PIB. En même temps, ils détiennent 50% de la surface du pays. Donc là aussi, c'est très paradoxal, mais voilà, ils sont... Et puis, dernier point, je pense qu'ils sont face à une crise environnementale. C'était en gros les maîtres de la terre, c'était ceux qui avaient le savoir, qui avaient la relation intime à la terre. Et maintenant, on remet en cause leur relation à la terre, leur relation à l'environnement. On remet même en cause, finalement, la domestication aujourd'hui. Et donc ça les perturbe très fortement. Donc, voilà, globalement, pour moi, tous ces éléments qui font que, finalement, la ferme France est en crise, et notamment l'exploitation agricole familiale, qui, pour moi, n'est pas en crise. Elle est à bout de souffle, elle est à la fin, c'est la fin d'un modèle. Pour moi, elle est morte. Merci beaucoup. Alors, Pascal Weber, donc vous n'êtes pas du tout hein, du milieu agricole à la base, hein, vous êtes du milieu des finances, et vous défendez un peu, au contraire, l'exploitation familiale.
Alors, d'abord, merci beaucoup de m'accueillir ici et de me donner l'occasion, Antoine, de parler du secteur agricole parce que, comme je vous l'ai dit, MIFIN adresse l'ensemble des secteurs d'activité, mais ce secteur-là, particulièrement, d'abord, c'est un secteur économique qui, évidemment, est un secteur qui pèse énormément en France de par son poids économique. Ça, Philippe vient tout à fait de rappeler les chiffres. Mais en plus, il a aussi, au-delà d'une valeur économique, une valeur sociétale très très forte. Et donc, c'est un secteur d'activité qui est stratégique. Stratégique pour l'homme, stratégique au-delà, évidemment pour la France, mais aussi pour l'humanité, j'ose le dire. Et donc, c'est un secteur à part, c'est un secteur très riche et très complexe, et nous qui nous intéresse à juste titre, je pense, parce que c'est l'avenir évidemment de l'humain. Il n'y aura pas d'humanité sans agriculture forte. Donc une fois qu'on a dit ça, pour moi, ma vision, c'est que demain, il y a des défis à relever. Le premier défi, c'est que l'agriculture, comme vient de le poser tout à fait Philippe, elle doit rester bonne pour l'environnement. Et ça, je dirais que quand on voit le travail qui est fait au niveau de l'entretien des paysages, elle remplit plutôt parfaitement ce rôle-là, et notamment aussi sur la vitalité des territoires, puisqu'il y a un vrai enjeu aussi économique de vitalité. Le deuxième défi qu'elle doit absolument relever, c'est d'être bonne pour le consommateur, à la fois en qualité et en quantité, puisque, comme vous l'avez dit, elle n'échappe pas aux règles de la mondialisation, mais aussi de la démographie. Et demain, au-delà de l'aspect quantitatif, il y a l'aspect qualitatif, avec tous les risques d'obésité. L'agriculture est une solution de résolution de ces problématiques. Avec une attente des consommateurs qui évolue aussi. Tout à fait. Et le troisième défi, et non des moindres, c'est que cette agriculture, il faut qu'elle parvienne à être viable et pérenne. Et être viable et pérenne, mais pour qui ? Pour les agriculteurs en premier lieu, parce que ce sont quand même des personnes qui nourrissent aujourd'hui la planète, et ça serait bien aussi qu'ils se nourrissent un petit peu. Je veux dire par là, il faut qu'ils aient aussi le fruit de la performance qu'ils délivrent, et qu'ils en tirent pleinement les fruits. Oui, vous parlez du tiers des agriculteurs à 350 € mensuels qui ont été évoqués par M. Janot juste avant. Tout à fait, tout à fait. Et même les autres, parce qu'il y a un sujet de pérennité très fort, et c'est là où on peut avoir un sujet de discussion avec M. Janot. C'est effectivement que pour moi, si vous voulez, il n'y a pas un modèle, il y a une diversité d'agriculture, il y a une diversité de solutions. Et ces solutions, comme dans les autres secteurs, il y a des petites entreprises, il y a des moyennes entreprises, il y a des stratégies évidemment de développement d'activités pour certains, de développement de spécialisation de niche. On connaît tout ça en stratégie. Ces stratégies-là, elles peuvent être tout à fait acquises et appliquées par l'agriculture, mais cela passe, pour moi, le premier principe, c'est qu'on passe d'une agriculture de producteurs à une agriculture entrepreneuriale, une agriculture d'entrepreneurs. Et pour moi, une agriculture d'entrepreneurs, si on passe à la définition de ce terme d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, c'est quelqu'un qui projette une vision de son activité de bout en bout et qui, du coup, reprend en main ses décisions. C'est comment produire, pour qui produire, comment communiquer, par quel canal, et évidemment, on passe par le financement parce que, comme l'a révélé Philippe, il y a beaucoup d'investissements à réaliser et ces investissements doivent être financés. Et c'est là où on en arrive, mais je vais peut-être m'arrêter. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit le modèle de financement de l'agriculture, je vais parler de mon domaine de compétences, il est très dépendant aujourd'hui des subventions. Et ça, c'est un fait. Et aujourd'hui, si on repense une agriculture d'entrepreneurs, il faut aussi travailler cette indépendance au niveau des sources de financement, devenir plus acteur de ces sources de financement. Et pour cela, il faut être capable d'accéder à des leviers qui sont utilisés dans d'autres secteurs et qui doivent demain pouvoir être accessibles aussi à l'agriculture. Comment ? Eh bien,
Vous savez qu'on parle beaucoup de chemin court dans l'agriculture. Il y a un chemin formidable qui reste à écrire et que nous allons essayer de développer via MIFIN et via la communauté que nous lançons. C'est le chemin court entre l'épargne et l'agriculture. Et je dirais que là, il y a une vraie opportunité pour quand même, on peut le dire, les entreprises familiales qui sont les plus grandes composantes de ce secteur d'activité, c'est que c'est un secteur qui parle aux épargnants, qui est palpable, qui est lisible, qui est largement compréhensible, qui est émotionnel aussi parce qu'il véhicule des valeurs de travail, de partage, de plaisir qui vont au-delà de la valeur financière. Et en cela, je dis que l'agriculture demain est le secteur gagnant de l'épargne. Merci. Monsieur Hollande, vous pensez aussi que l'aspect entrepreneurial doit dominer en agriculture? Sans conteste, les agriculteurs sont finalement, au fond, tous des entrepreneurs dans l'âme, certains avec plus ou moins de réussite. Et ça dépend effectivement de leur positionnement dans la filière. Quand on est dans des filières longues, Philippe aurait pu l'évoquer très bien à ma place, c'était une partie de son propos. Effectivement, c'est plus compliqué que dans les circuits courts. En ce qui me concerne, moi je travaille dans une école de management. Alors j'ai moins de jeunes issus du milieu agricole que Philippe, par exemple, dans son école d'agronomie. Mais j'ai néanmoins effectivement des étudiants qui se projettent dans ce milieu-là, oui. Avec une approche plutôt de... En pourcentage, ils sont nombreux par rapport aux autres secteurs ils sont aussi nombreux, je dirais, que le poids des agriculteurs au niveau des actifs. Donc c'est quelques pourcents, donc ça fait effectivement quelques dizaines d'étudiants, 20 à 30 étudiants par an, mais avec une approche plutôt de type start-up. Juste avant de venir sur ce plateau, j'ai croisé un de mes étudiants qui travaille maintenant dans une start-up qui s'appelle Équilibre. J'ai un autre gagnant d'un concours interne de start-up que j'organise qui a gagné un concours sur un projet de start-up pour aider au pilotage des exploitations agricoles. Donc il y a des projets de ce type, moins techniques, moins agronomiques, mais beaucoup plus sur le domaine du business, de la commercialisation et de la façon dont on peut relier un peu plus directement, notamment le consommateur au producteur, parce que ça c'est une tendance qu'on observe depuis plusieurs années et qui est de plus en plus forte dans la société. Très bien. Monsieur Jeannot, donc vous êtes, comment dirais-je, le plus agricolo-agricole de nos trois invités aujourd'hui. Vous avez écouté Xavier Hollande, vous avez écouté Pascal Weber. Que pensez-vous de leurs propos? Non, mais moi, je pense que, bon, évidemment, les agriculteurs, c'est des entrepreneurs. Il n'y a pas de conteste. Moi, ce que je mets plutôt en évidence, c'est la difficulté de l'exploitation familiale individuelle à relever les défis. Les défis du futur. Les défis du futur, ils sont nombreux. Et il y en a un qui les guette, c'est comment demain continuer à rester pérenne. Et ça va passer par sans doute les nouveaux leviers de la productivité. Ils vont passer sans doute par l'agriculture numérique. Et l'agriculture numérique, aujourd'hui, elle est abordée comme finalement quelque chose de merveilleux. On ne se pose pas trop de questions, on va régler plein de choses. Sauf qu'en réalité, ça va sans doute remettre en cause la façon de décider sur l'exploitation. Ça remet, en gros, pour moi, ça va remettre en cause l'autonomie de la décision, ça va remettre en cause l'organisation même des structures, et ça va remettre en cause même la façon dont on fait du conseil. Aujourd'hui, je pense que les chambres d'agriculture, elles ont beaucoup de soucis à se faire quand on voit ce qui est en train de monter en puissance avec le numérique. Donc voilà, derrière, il faudra quoi? Il faut des compétences et il faut des capitaux. Alors il y a quelqu'un qui est là sur le plateau qui peut apporter les capitaux. Moi, j'apporte, entre guillemets, peut-être des compétences en formant des étudiants. Mais je crois vraiment que l'enjeu, demain, ça va être à la fois un enjeu autour du numérique. Voilà. Mais le numérique, il est pensé comme un moyen d'optimiser. Tout est fait. Là, vous pouvez regarder ce qui se passe sur ce salon. Tout montre qu'on va vers l'agriculture de précision. Donc, on va optimiser, mais c'est très enfermant. Est-ce que finalement, ça permet de faire des ruptures? Je ne suis pas sûr. Et puis, il y a un autre enjeu qui est l'enjeu de l'environnement, à mon avis, à relever comme défi. Et je répète, pour relever ces défis, il faudra beaucoup de compétences. Il faut être un ingénieur, en fait. Pour moi, agriculteur demain, c'est être ingénieur, mais pas forcément diplômé. Je veux dire, avoir les compétences d'un ingénieur. Voilà, c'est ça.
Et pour moi, c'est ce qui est au cœur de cette affaire. Pascal Weber, vous voulez réagir? Moi, je suis tout à fait en phase sur l'aspect de l'opportunité du numérique aujourd'hui pour l'agriculture qui se prend en main et qui décide, puisque grâce au big data, ça permet un accès à des informations et le partage d'informations qui aujourd'hui sont effectivement quelquefois entre les mains de certains. Donc à chacun, je dirais, de se positionner par rapport à ces opportunités. La deuxième chose sur laquelle je souscris, c'est que c'est sûr que c'est une agriculture qui demande énormément de compétences. Et c'est pour ça que c'est une agriculture qui doit être ouverte sur l'ensemble des solutions qui lui sont proposées pour aller piocher, j'allais dire, sur la diversité des solutions et que les gens proposent aujourd'hui des solutions sur mesure dont les agriculteurs ont besoin et dont ils pourront constituer leur propre stratégie en fonction de ce qu'ils sont, de leur identité et de leur appétence à tel ou tel positionnement. Donc c'est vrai que pour moi, le numérique, c'est plus une opportunité et donc opportunité d'information, mais aussi opportunité de connexion, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le consommateur, c'est-à-dire mieux connaître les attentes, mieux connaître la demande, de façon à construire, encore une fois, quelque chose qui corresponde à tous. Merci. Je vais donner le mot de la fin à Xavier Hollands, qui a parlé un petit peu moins que nos deux autres invités. Monsieur Hollands, pour réussir dans l'agriculture de demain, selon vous, qu'est-ce qu'il faut? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. Il y a effectivement cette tension-là qui apparaît entre deux modèles agricoles, parce qu'on est sur le salon de l'agriculture, mais il faudrait parler plutôt du salon des agricultures. Il y a effectivement deux modèles qui sont en train de diverger. Un modèle plutôt de l'agriculture productive en phase avec des marchés mondialisés, de grande taille, financiarisés, et puis un modèle plus local, plus en proximité avec le consommateur. Ça, c'est le premier élément. Et puis effectivement, pour synthétiser peut-être l'ensemble des propos qu'on a tenus sur ce plateau, je crois qu'il y a trois enjeux au-delà de l'écologie et de l'environnement. Il y a effectivement un premier enjeu, c'est comment on va affronter cette nouvelle étape du capitalisme agraire ou agricole, parce qu'on voit arriver des investisseurs qui sont complètement étrangers au monde agricole, et ça c'est nouveau. Le deuxième enjeu, et je crois que Philippe l'a bien relevé comme Pascal Weber, c'est la digitalisation, le numérique, le big data. Effectivement, la ferme digitale est juste à côté. Il y a plein de startups qui vont révolutionner peut-être à terme les pratiques et également le travail, le métier, voire même l'identité des agriculteurs. Et puis le troisième enjeu, c'est comment on va redéfinir un circuit de distribution. Ça a été dit, circuit court, rapprocher le producteur du consommateur, agriculture urbaine, il y a plein de défis. Et effectivement, c'est ce qui va à terme sans doute dessiner le futur de l'agriculture française. Un futur qu'on peut imaginer quand même raisonnablement optimiste, parce que les agriculteurs sont des gens passionnés, et parce qu'effectivement, quand on a des gens passionnés avec des compétences et une montée en compétences, on peut être optimiste sur l'avenir et le futur de l'agriculture. Très bien. Madame, messieurs, je vous remercie énormément. Merci. Vous avez fait le déplacement spécialement à Paris, au Salon d'agriculture, pour participer à ce débat. J'espère que tout le monde en sera satisfait. Merci beaucoup. Merci. Merci.